RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Nous recevons ensemble Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi député de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous faites partie du carré des Hollandais, fidèles parmi les rares fidèles du président Hollande. Vous aviez été désigné pour assurer les bases arrières, veiller à la charpente socialiste à l'Assemblée nationale. Mais votre mission fut impossible. À l'impossible, nul n'est tenu, contenir les frondeurs. Donc avec vous, on parlera bien sûr des primaires, de la popularité de François Hollande, toujours au fond du trou. Mais nous commençons par le terrorisme, bien sûr, puisque c'est l'actualité. Et cet hommage, hier, du chef de l'État aux victimes du terrorisme. On l'écoute. De traquer les terroristes, de déjouer leurs projets criminels dans le cadre de l'état de droit, qui n'est pas un état de faiblesse. Alors on va revenir, Bruno Le Roux, sur ce débat état de droit, état de faiblesse, mais d'un mot d'abord sur la cérémonie en elle-même. Il y avait finalement assez peu de monde hier, 300 à 400 personnes, quand on sait le nombre de victimes qu'il y a eu et leurs proches. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a comme une forme de lassitude à l'égard de ce genre de cérémonie compassionnelle et qu'au fond, les proches des victimes, par exemple, attendent des actes beaucoup plus que ce genre de choses? Il y a de tout ce que vous venez de dire. Je crois que si ce n'était pas une grande cérémonie, c'est parce que les associations de victimes avaient choisi la taille de la cérémonie, le lieu de la cérémonie. Et d'ailleurs, nous avons été obligés, eux et l'État, de refuser des centaines de personnes qui auraient voulu assister parce que le lieu ne s'y prêtait pas. Et donc, ils ont choisi le cadre de cette cérémonie. Et pour revenir à l'extrait, vous avez choisi un extrait du président de la République. Il a dit des choses importantes. Et vous pensiez en même temps, compte tenu de votre lancement, me faire plaisir. Vous l'avez fait, c'était des propos importants. Mais moi, j'ai écouté avec attention les propos qui ont été tenus auparavant par les représentants des victimes. Quelle dignité, quelle force, quelle envie de vivre et en même temps de se souvenir, et surtout, quelle tolérance, quelle image ils ont donnée à dire cette cérémonie, elle se tient dans un pays qui s'appelle la France, qui a des valeurs, qui a des droits. Nous n'acceptons pas d'être touchés par les terroristes et nous demandons au pouvoir public de prendre toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas, mais aucune mesure qui soit contraire à ce que nous pensons, à ce que nous sommes, des républicains, et à ce que nous sommes, un peuple aujourd'hui animé de valeurs. Et j'ai trouvé cette démonstration d'une force véritablement qui faisait que le discours du président de la République, arrivant après tout cela, donnait à cette cérémonie une importance toute particulière. Mais la question de Frédéric, je vais la reprendre. Il disait, dans le fond, c'est vrai qu'on était dans le registre du compassionnel. C'est important, c'est un devoir, c'est le devoir du chef de l'État. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner de signes? Est-ce qu'on peut en boucle dire en permanence opposer l'état de droit à l'état d'exception? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il ne faut pas faire peut-être plus, parce qu'on a fait beaucoup de choses, de loi antiterroriste, une loi de procédure pénale, l'état d'urgence, mais faire mieux? Vous voulez que je vous dise, je pense que ce débat ne devrait pas avoir cours. C'est très certainement parce qu'il y a une élection présidentielle dans quelques mois qu'il y a ce débat entre état de droit et état d'exception. Il n'y a pas aujourd'hui autre chose qui puisse vivre dans notre pays que l'état de droit. Et bien entendu qu'il faut des cérémonies telles que celle-ci. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le terrorisme. Mais je vais aller jusqu'au bout. On lutte contre les terroristes, non pas en faisant ces cérémonies. Elles sont utiles, elles étaient demandées. Mais comme la semaine précédente, en arrêtant ceux qui allaient commettre des attentats, en faisant en sorte d'éviter ce qui a été fait tous ces derniers mois, en faisant en sorte d'aller tuer sur le terrain ceux qui, chez Daesh, aujourd'hui, organisent des attentats à partir des positions qui sont les leurs. C'est cela qui est fait. La nuit dernière, cette nuit, il va y avoir des attaques menées contre Daesh en Syrie Mais Bruno et en Le Roux, Irak. ce que les Français, au fond, et les sondages le disent, ne comprennent pas, pour dire les choses crûment, c'est qu'on prenne des gants
avec des gens qui veulent faire du mal à la France. L'état de droit, c'est le respect de tout un tas de libertés. Ce que disent les Français, c'est mais on s'en fiche. On a affaire à des criminels, à des assassins. Utilisons éventuellement des moyens beaucoup plus radicaux. Mais je pense que vous avez tort quand vous dites ce que disent les Français. C'est ce que disent les sondages. En tout cas, les Français, si vous les avez écoutés... La droite propose, par exemple, la rétention de sûreté administrative. Les sondages disent que les Français souscrivent à ce genre d'idées. Mais d'abord, quand on dit les Français, quand on dit un sondage, c'est autre chose que de répondre à une question d'un sondage qui dit « ils ont tué, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait leur faire ?» Oui. Le rétablissement de la peine de mort, dans ce cadre-là, ça vous semble quelque chose de possible ? Pas à moi. Et la question posée comme ça, pourtant, elle risque d'avoir une réponse qui aille dans ce sens. Les Français, je les ai entendus hier. Est-ce que ces représentants d'associations de victimes étaient représentatifs des Français ? Oui. Et encore plus parce qu'ils avaient été touchés dans leur chair. Est-ce qu'ils appelaient à ce que l'on sorte de l'état de droit ? Non. Ils appelaient à ce que nous puissions éventuellement faire évoluer notre droit. Mais y a-t-il aujourd'hui une seule revendication d'une personne censée, à part ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, pour que l'on enferme des personnes qui sont sur notre territoire simplement sur la base d'une fiche de signalement à la police, c'est-à-dire d'une intention supposée ? Mais dans quel pays serions-nous ? Et d'ailleurs, à cela, qui semble du bon sens peut-être pour certains, les politiques ont répondu quand ils regardent notre Constitution, mais les juristes ont répondu aussi, les plus hautes autorités judiciaires de l'État ont répondu. Et donc, n'essayons pas d'entraîner les Français... L'idée du principe de précaution en matière de terrorisme, pour vous, elle n'a pas de sens ? Mais bien entendu qu'elle a du sens, à partir du moment où elle est faite par les services de renseignement. Quand on arrête quelqu'un, sur la base non pas de ce qu'il était supposé, de ce qu'il est supposé penser, mais de ce qu'il est en train de préparer... Là, il y a une justice antiterroriste qui peut derrière s'appliquer. Et il y a des peines qui sont exemplaires aujourd'hui et nous avons cet arsenal. Quand nous savons qu'une personne revient en Europe et va revenir en France en ayant été dans des endroits où elle a été repérée comme étant dans des cellules qui préparent des actes terroristes. Nous avons la législation pour faire en sorte, dès qu'elle revient en France, de ne pas dire « nous pensons que ». Non, nous sommes sûrs que vous avez fait cela. Et donc, il y a une justice qui peut ensuite s'appliquer et prendre place. Mais essayons de ne pas faire croire aux Français qu'il y a aujourd'hui une inaction de l'État. Il n'y a aucune inaction de l'État pour essayer d'empêcher les actes terroristes. Alors, sur le problème des prisons, on a entendu ce matin donc Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, promettre 10 000 à 16 000 places de prison d'ici 2025. Oui. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, on le sait, ce sont les unités dédiées, vous savez, à la prévention de la radicalisation. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que les gardiens de prison le disent. Et d'une, ils sont pas formés. Deux, ils sont débordés. Et trois, c'est une cocotte minute, puisque dans le fond, ceux qui sont repentis risquent d'être rattrapés par les plus durs, en quelque sorte. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'on a été jusqu'au bout de la réflexion de savoir ce qu'on faisait au niveau carcéral de ces radicalisés qui posent problème en prison ? J'ai entendu le garde des Sceaux dire qu'il souhaitait la continuation de ces unités. Et là encore, je pense mais est-ce qu'on ne s'entête pas dans l'erreur ? mais là encore, je pense que ce n'est ni aux Français à qui on va poser la question et qui vont dire « Ah oui, il faut les enfermer, il faut les mettre de côté. » Non, mais il y a par exemple le modèle suédois. Mais on ne mélange pas le droit commun avec les terroristes. Écoutez, je fais confiance au ministère de la Justice avec les gardiens pour faire en sorte de trouver la solution qui soit la meilleure. Et ce qui nous manque, c'est de l'évaluation. Par contre, ce qu'on a toujours dans ce pays, c'est des certitudes. Il ne faut pas faire ça. Les gardiens de prison... Les syndicats de gardiens de prison sont assez hostiles tout de même. Ils sont assez hostiles. Ça ne donne pas les résultats escomptés. Le ministre est plutôt favorable. J'attends donc qu'il y ait une évaluation du dispositif. Ce que je dis une nouvelle fois, c'est que sur ces dispositifs, il y a des pays qui sont bien plus en avance que nous, parce qu'au lieu d'être sur des pétitions de principe ou des positions de principe, ils sont sur une évaluation permanente. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres pays que la France qui soient en proie à un phénomène comparable en matière de radicalisation ? Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays
sont en proie à ces phénomènes de radicalisation. Tous les pays Mais en volume. démocratiques, mais en volume, je ne suis pas sûr, là encore, qu'avec des chiffres comme ça, on puisse estimer que la situation soit plus grave ici qu'ailleurs. Donc essayons, je pense qu'il y a une prise en charge particulière à faire de ces détenus. Ensuite, je n'imagine pas que le ministère de la Justice ne soit pas dans l'évaluation permanente et l'affectation des moyens s'il le faut. Et c'est plutôt cela qu'il faut faire, plutôt que de dire ceux qui auront raison. À ce moment, ça sera, il ne faut pas d'unité de déradicalisation et il ne faut pas les mettre ensemble. Et ensuite, quand ils seront dans des cellules, mais en contact avec les autres, on dira, eh bien, vous voyez bien, ils ont réussi à contaminer d'autres détenus à leur thèse. Donc, essayons de faire en sorte d'avoir une politique qui soit évaluée. C'est ce que fait Jean-Jacques Urvoas aujourd'hui en affectant des moyens. Et essayons de sortir de l'idéologie. Alors, vous parliez tout à l'heure de la Syrie et des bombardements qui auront lieu pour toucher Daesh. On voit bien que l'ennemi vient de l'intérieur. Ce sont des Français, la plupart du temps. Vous avez peut-être lu cette étude inédite menée par l'IFOP et l'Institut Montaigne sur les musulmans de France. Beaucoup de choses sur cette étude, mais prenons le chiffre, dans le fond, le plus fracassant. C'est 28% réunis des croyants qui ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République. Alors certains disent il faut être patient, il faut être tolérant, ça prend du temps l'intégration. D'autres disent c'est un échec cuisant. Vous êtes dans quel camp ? Il y avait beaucoup de chiffres, vous dites le chiffre le plus fracassant, c'est vrai qu'on commande toujours les chiffres les plus fracassants. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus... Non, mais je prends celui qui effectivement est le plus marquant. Le plus porteur, mais il est marquant. Qui est plus inquiétant, on va dire. Ce qui veut dire que moi je pense que dans notre pays... Pas se voiler la face. Non, mais dans notre un mauvais jeu de mots, mais... Dans notre pays laïque, il faut faire en sorte qu'aucune religion, et notamment l'islam, ne soit sous des contraintes extérieures à ce qu'est notre pays, à ce que sont nos valeurs. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de contraintes extérieures, il y a beaucoup d'entrées extérieures, que ça a été des entrées financières, que ce soit des entrées en termes d'imams, que ce soit... Et donc, il faut que l'islam de France soit aujourd'hui mieux organisé. C'est ce que fait le ministre de l'Intérieur. Et en tout cas, je pense qu'il faut essayer de couper net toutes les influences étrangères dans l'islam tel qu'il est dans notre pays. Bruno Leroux, vous pensez, parce que, pour citer deux autres chiffres, 30% des personnes interrogées dans cette enquête ne font pas la bise à une personne du sexe opposé, 33% refusent d'aller dans une piscine mixte. Ça, vous pensez que c'est le fait d'influence extérieure et uniquement d'influence extérieure? Et je pense que c'est d'abord une lecture. C'est quand même des chiffres importants, un tiers de la population concernée. C'est une lecture qu'ils ont de la religion qui les conduit à faire cela. Je remarque que ce n'est pas la lecture aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup dans ma circonscription de responsables musulmans dont ce n'est pas la lecture et qui conseillent aujourd'hui aux jeunes femmes de ma circonscription d'aller à la piscine, de ne pas... Mais 30%, ça veut dire qu'il y en a 70 qui sont bien entendu, dans une pratique tout à fait différente. Mais 30%, c'est un chiffre très important. Mais oui, c'est bien donc ce que je dis, c'est qu'il y a une lecture qui n'est pas la lecture de l'islam tel qu'il peut être, tel qu'il doit être dans l'espace républicain et laïque qui est le nôtre. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à travailler, à organiser le dialogue interreligion dans notre pays, à organiser le dialogue avec l'État. Et donc vous faites partie des optimistes qui disent faut être patient, ça va bien se passer. Je l'espère en tout cas, on n'est pas patient sans rien faire. On va être patient en ayant ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des imams qui soient formés en France, dans des lieux qui ne soient pas, là encore, sous la puissance de personnes de l'étranger, avec des lectures qui ne sont pas celles qui doivent être adaptées à l'espace public de notre pays. Donc oui, j'ai confiance et pour autant, je ne sous-estime pas le travail d'organisation qu'il y a à faire, tant au niveau religieux qu'au niveau social. Et donc, il y a du boulot pour la fondation présidée par Jean-Pierre Chevènement. Il y a du travail pour le ministre de l'Intérieur. Il y a une organisation sur laquelle il doit y avoir un dialogue permanent avec les représentants de l'islam de France. Moi, je ne suis pas pour rester inerte en pensant que les choses vont s'améliorer parce que c'est la République. Je dis qu'il y a un principe pour moi qui est de couper tous les financements extérieurs et toutes les arrivées extérieures de ceux qui prétendent avoir une lecture de l'islam qu'ils amèneraient dans notre pays.
Mais à côté Et de c'est cela, pas il y a aux musulmans de faire le ménage dans leur communauté, dans le fond? Oui, mais enfin, c'est en même temps, c'est la République en matière de formation, pas uniquement religieuse, de formation aujourd'hui aux idées, aux religions de façon générale. Ouais. La République à apprendre tout. Puis quand on voit qu'il y a un problème, et il y a aujourd'hui un problème dans l'organisation même de l'islam dans notre pays, nous ne devons pas nous retourner vers les musulmans et leur dire c'est votre problème. C'est aujourd'hui notre problème que dans notre État laïque, il puisse y avoir Ouais. une religion qui puisse coexister avec exactement les mêmes droits que toutes les autres. Mais alors vous dites couper tout financement étranger. Est-ce que ça peut ou est-ce que ça doit se faire au prix d'éventuels accommodements avec la loi de 1905? Moi, je ne le souhaite pas, la loi de 1905. Alors comment on fait? Mais c'est toute la difficulté du travail que fait Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Et moi, je sais très bien ce que l'entraîne le fait de dire on va toucher à la loi de 1905. Parce que Non. par exemple, le rapport dont on parle là évoque une piste qui serait d'élargir le régime du concordat à l'islam. Oui, il y a des pistes. Enfin, c'est un donc, peu technique, mais enfin qui donc, permet dans l'est de la France de rémunérer les. Totalement. Voilà, Je ne les sais pas si c'est la piste. J'attends. Toutes les propositions doivent être basées sur la discussion et le consensus. Et donc, c'est pas au président du groupe socialiste aujourd'hui d'avoir une proposition. J'ai quelques idées. Si l'on me demande de participer à une table ronde demain avec tous les acteurs républicains et de cette religion pour regarder les pistes que nous pouvons avoir ensemble, je mettrai les idées sur la table. Mais ça celles va qui être, seront retenues ne peuvent relever que d'un consensus. Mais- C'est le travail que fait en ce moment et qu'essaye de faire Bernard Cazeneuve. Mais vous le savez, ça va être un des sujets forts de la campagne électorale. Cet été, on a eu le feuilleton du Burkini. Alors, pour en revenir à cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi que les femmes ne rejettent pas, loin de là, le port du voile. Et on voit aussi une chose, c'est que l'interdiction du voile ne marche pas et qu'en quelque sorte, il apparaît presque comme une fierté, comme un outil de révolte, on va dire. Vous voulez nous interdire, on va porter le voile. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'interdiction, dans le fond, a créé plus de voiles ? Parce que c'est un marqueur d'identité. C'est difficile de me demander ça à moi, puisque j'étais très réservé. Mais vous êtes d'une banlieue, enfin vous êtes bien entendu, mais élu surtout de quand il y a eu ce débat sur le voile, Oui. j'étais très réservé, parce que je pensais que le débat sur le voile masquait un débat plus global que nous devions avoir aujourd'hui, justement, sur ce dont il fait débat aujourd'hui, l'islam de France, la capacité à s'organiser, et que nous prenions le petit côté de la lorgnette, plutôt que de regarder le problème général. Pour autant, je m'aperçois que dans les endroits qui sont les endroits où le voile a été interdit, cette interdiction, elle permet d'être respectée aujourd'hui dans les écoles, dans les... Bon, voilà, c'était cela l'objectif. Ensuite, oui, je m'aperçois qu'il y a aujourd'hui, mais je le dis depuis plusieurs mois, dans un certain nombre d'endroits sur notre territoire, peut-être chez moi aussi, une loi qui tend à se substituer à la loi de la République. Qui fait qu'on est dans l'obligation de rentrer dans cet endroit avec un voile, même si derrière... Ce qui est une pression très lourde pour les femmes. Ce qui est une pression très lourde pour les femmes, et je le redis une nouvelle fois, je pense que ces dernières années, dans un certain nombre de quartiers, les droits des femmes ont reculé. Et pour moi, c'est inadmissible. D'un mot, dans ce rapport, il est préconisé d'autoriser les statistiques religieuses pour pouvoir mieux étudier ces phénomènes. C'est une espèce de tabou, ça, de longue date en France. Vous êtes sur quelle position ? Ça a été proposé dans plusieurs rapports et moi, je ne souhaite pas qu'il y ait aujourd'hui, en dehors d'une proposition, là encore, qui soit faite par l'État sur la base d'un travail de consensus, je ne souhaite pas qu'on soit dans la course aux statistiques sans savoir qui les fait, sans savoir pourquoi elles sont élaborées. Donc voilà, c'est une Mais ça nous fait sortir un peu du brouillard, on va dire, on connaît un peu plus, on comprend, c'est un outil de si vous comptez, ça doit être la 50e ou la 70e fois qu'il y a cette proposition. Donc là, cette étude, elle est bien faite sur des données religieuses et tout le monde la trouve passionnante. Non, mais elle est faite sur la base de sondages. Il y a des sondages aujourd'hui. Qui visent des personnes en fonction de leur religion. Oui, bien sûr, mais quand on fait un sondage aujourd'hui, on peut interroger les gens pour leur poser des questions. Ce n'est pas pour ça qu'il y a ensuite des statistiques qui sont fiables du point de vue où on les entend. Donc oui, c'est un des travers qu'il peut être reproché à cette étude. Moi, je l'ai trouvée en tout cas très très intéressante et on peut en avoir de lecture. Moi, je ne suis pas optimiste par nature. Mais vous en avez pensé quoi en la lisant, cette étude ? Vous avez bien eu un avis ? Mais bien sûr. Est-ce que ça fait tilt à un moment ? J'ai pensé qu'il y avait chez tous les musulmans de France, en tout cas chez la plus grande partie d'entre eux, l'envie de vivre leur religion dans le cadre républicain.
C'est le premier enseignement de cette étude. Ensuite, il y a aujourd'hui un certain nombre, mais elles sont connues, de dérives, et notamment que j'attribue à des pressions qui viennent de l'extérieur de la République. Eh bien, il faut couper ces pressions. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On fait un point sur l'actualité et on se retrouve dans 5 minutes. Il est 18h30 à Paris. Tout de suite, un point sur l'essentiel de l'actualité. Ce mardi soir, pour John Kerry, le cessez-le-feu n'est pas mort en Syrie. Les grandes puissances se sont réunies aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale des Nations unies pour tenter de sauver la trêve. Sur le terrain, les combats ont repris et l'aide humanitaire de l'ONU est suspendue après l'attaque meurtrière sur un convoi près d'Alep hier. Ce soir, le président américain s'est adressé à l'Assemblée générale. On l'écoute. Nous sommes en ce moment à l'œuvre pour en finir avec la guerre civile tragique en Syrie et la menace moyenâgeuse de l'organisation État islamique. Leur façon de penser sectaire et extrémiste